Bref, bonjour YouTube. Du coup, bah là, ça va être le petit moment de discussion pré-stream, on va dire. Pour une fois, je le recorde un petit peu. Bref, salut. Salut. La vidéo sur Vagabond, je le vois... C'est vrai que t'es content, hein. T'es content, j'ai enfin lu ton truc, là. Bah la vidéo, je pense qu'elle sortira pas avant la fin de l'année. J'ai 15 millions de trucs à faire avant. Et vous savez comme je suis lent, donc... T'as une tête d'un mec qui se fait que par ses petits amis. Bah faudrait déjà que j'en ai une pour commencer. Nouveau jeu gacha? Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais fait de gacha d'ailleurs. Tu kiffes vraiment ta relecture d'Hunter x Hunter, j'ai l'impression. Bah oui, forcément. Forcément que je kiffe. Celui qui a joué à midi. Je sais pas ce que c'est. Salut Ludo. Tu relis tout Hunter x Hunter? Bah en fait j'ai tout relu sauf Chimera Ants, parce que Chimera Ants j'avais déjà relu pas mal pour faire la vidéo que j'avais fait sur... vous savez, sur la fameuse page. Qui en fait, qui était carrément une... En vrai, qui dans le fond était un peu une vidéo sur l'arc Chimera Ants, hein. On va pas se mentir. Enfin, quoique pas vraiment sur l'arc Chimera Ants, puisque j'avais plus parlé juste de Meruem et de Komugi en fait. J'avais pas parlé de tous les points de vue, et par exemple, j'avais pas du tout parlé de Gon, donc... Alors que Gon, il y aurait plein de choses à dire, mais... Mais du coup, ouais, je relis tout, sauf cet arc-là, parce que je le connais déjà bien. Et oui, il est en train de nous cook des nouveaux chapitres, là. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais oui, tiens, j'en profite, hein, ce que tu dis, machin, j'ai chauffé à le faire. Je vous conseille vraiment de le dire, Hunter x Hunter. Pas juste regarder l'animé. Il y a vraiment un truc avec le manga. C'est assez différent. Je sais pas si différent, ça serait le bon terme. Euh, oui, si, bah, si, forcément, c'est assez différent, mais même, il y a un truc très particulier qu'on retrouve dans Hunter x Hunter, je trouve. Mais j'en parlerai en vidéo, ça sera plus clair. C'est moche les dessins, désolé, à part quelques cases masterclass. Bah désolé de te dire, mais t'as des goûts de merde. Ma vidéo, elle est adressée pour les gens comme toi. Non mais... je dis honnêtement, je vais répéter un truc que je vais expliquer dans la vidéo, mais... je pense qu'il y a beaucoup... Il y a plein de gens qui... Je pense que la plupart des gens qui considèrent les dessins de Hunter x Hunter moches, ils ont une vision très pauvre de ce qu'est le dessin, en fait. Peut-être un peu violent dit comme ça, mais je le pense sincèrement. Donc bon, on va prendre des pincettes. Hein. Et pour moi, il est pas juste fulgurant dans des grandes scènes. Il l'est. Dans les grandes scènes, il l'est. Mais même dans les passages simples, je trouve que son dessin est incroyable. Vous savez, c'est pas pour rien que que tous les mangaka du milieu, ils vénèrent Togashi comme un dieu. Hein.
Même des mecs comme Murata, ils voient Togashi, ils sont là, ils se mettent à genoux devant lui. C'est pas pour rien. Hein. Je vais pas m'en servir comme argument d'autorité, mais en attendant, c'est efficace de fou, hein, ce qu'il fait. Ouais, pas mal, mais je trouve que tu ressembles un peu à Domat en Firepush. Ah oui, même c'est parce que je me suis pas rasé, là. Je vais aller chez le coiffeur samedi. Tant que je brûle... Tant que je crame pas des villages entiers, ça me va. Quand les gens me sont tombés dessus, bah ça c'est l'effet de masse. Je t'ai envoyé ma commu sur toi. Avec les fameuses belles planches qui ne sont que des doubles pages avec des gros détails. Ouais. Ouais, non mais voilà, je veux dire, si pour vous un beau dessin, c'est un dessin avec des traits partout, bien ultra détaillés, avec des proportions anatomiques parfaites, réalistes et tout, je vous dis, c'est hyper pauvre comme vision du dessin. Hyper restrictif. C'est une vision du dessin performative, mais c'est pas de... Je veux dire, pour vous, c'est que pour vous, le dessin, c'est juste un concours de performance, quoi. C'est un sport, c'est pas un art, tu vois. Si pour vous, c'est que de la technique... Je vous dis, c'est une vision assez pauvre. C'est l'auteur de Vinland récemment qui avait dit qu'il pense qu'il n'atteindra jamais le niveau de Togashi. Mais ils sont nombreux à dire ça hein, dans le milieu. Je vous jure que Togashi, Togashi, il est hyper respecté hein, dans le milieu du manga. Genre vraiment, les mecs, ils le prennent pour, pour un monstre, hein, et puis en vrai, ils ont raison. Ah, salut 100 ans. La planche du Beau Monde était trop stylée, un des meilleures pages, mais si on les pages Joseph, les dessins, comment on dit. Mais tu vois, c'est ce que je disais. Pour toi, un beau dessin, c'est un truc détaillé. Et je te le dis, c'est une vision hyper pauvre de juste ce qu'est le dessin, quoi. En fait, tu veux juste des trucs réalistes et détaillés, quoi, c'est tout. Avec des traits partout. Mais oui, on va peut-être parler de triathlon. J'imagine que ma vision du dessin est pauvre. Ben ouais. c'est pas ma faute, hein. Après, j'aime pas trop dire qu'un mangaka est meilleur qu'un autre parce que chacun son style, sa patte, je trouve ça con de faire des classements. Pas une histoire de classement, mais si tu veux, il y en a qui sont comment qui arrivent à faire des choses que les autres n'arrivent pas, tu vois. Alors que ils arrivent à faire des choses que d'autres arrivent à faire. Enfin bref, je sais pas si t'as compris ce que je veux dire, mais mais je veux dire, en fait, je pense que vraiment Togashi, j'en avais un peu parlé à BD Mansi ça d'ailleurs. BD Mansi qui est un peu le crack de l'analyse formelle en BD. je m'arrêterai jamais de faire sa pub. En fait, on avait parlé en DM parce que justement, je voulais un peu comment parler de lui ben, pour la prochaine vidéo que je vous prépare là. Et, euh, et lui, si tu veux, c'est un mec qui est hyper fort en analyse de BD, mais aussi qui dessine des BD. Donc forcément, quand t'es à la fois auteur et... enfin, quand t'es auteur, c'est forcément t'as une analyse plus poussée parce que tu sais comment on fait en fait. Genre, tu pratiques. Moi, je dessine pas de BD. Bref. Et du coup, j'avais discuté avec lui, mais lui, il m'avait dit que comment qu'en fait, Togashi, c'était hyper compliqué d'expliquer en quoi ce qu'il faisait, c'était incroyable, tu vois, qu'en fait, toi-même, tu dessines pas.
Quand toi-même tu fais pas de BD, tu fais pas de machin, c'est compliqué d'expliquer en quoi le mec est super fort. Et c'est pour ça que si vous voulez, il y a énormément de mangaka qui sont vraiment... qui vénèrent Togashi comme un dieu, quoi, parce que le mec est juste trop fort. Et que c'est beaucoup moins le cas du côté des lecteurs, quoi. Enfin, surtout du côté des lecteurs occidentaux, hein, parce que les lecteurs japonais, je peux vous dire que Togashi, il le suce. Hein. Genre, le moindre petit chapitre qui sort, ils sont à fond. Hein. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant venant du Japon, parce que ils ont d'habitude les Japonais, ils ont un peu des goûts de merde, hein, je vous cache pas. Globalement. Mais ouais, Togashi, c'est une anomalie hein, dans le milieu. Après Yukimura, c'est l'humilité incarnée, donc c'est pas étonnant. Ouais, mais je pense que c'est sincère, tu vois. Autant, tu vois, il y en a, forcément, tu te dis dans le milieu, les mecs, voilà, ils vont pas dire, ouais, non, moi je suis meilleur que lui et tout. Je veux dire, forcément, ils sont tous humbles entre eux, ils vont pas se critiquer entre eux, etc. Mais. Je veux dire, je pense quand même qu'il y a des indices qui en disent beaucoup. Je veux dire, c'est un peu comme Fujimoto qui a été tout de suite avec Fire Punch saucé par ben, justement des mecs comme One, comme Murata, comme Sui Ishida, enfin bref. C'est qu'en général, il y a un truc derrière, quoi. Quand des mecs qui font des mangas et qui sont aussi ultra reconnus comme étant de grands mangaka et tout, se mettent tous ensemble à sucer un type en particulier, c'est qu'en général, il y a quand même quelque chose derrière, quoi. Ça sort pas de nulle part. C'est pas que leur avis est plus légitime que d'autres, etc., mais c'est que ça... Y a pas de fumée sans feu, quoi, si vous voulez. Et je veux dire, quand... Tu sais, Togashi, il y a pas que... genre, il y a... Je veux dire, Yusuke Murata, il en parle... Je crois que c'était dans son bouquin, tu sais, sur comment dessiner le manga, machin, où il disait que Togashi... Enfin, en gros, il suce Togashi à fond dedans, quoi. Alors que je veux dire, c'est Murata. Yusuke Murata, tu vois ses dessins, tu te dis, mais qui est-ce que... qui peut l'impressionner, ce type-là, vu le niveau qu'il a Ben, y a Togashi. Elle est sur quoi la prochaine vidéo? Elle est sur Hunter x Hunter. Sur pourquoi Togashi est un crack en dessin. Et je pèse mes mots. Et sur pourquoi les gens qui pensent que pour la suite de Hunter x Hunter, on peut se contenter de dire bah vas-y, au pire on fout quelqu'un d'autre pour dessiner à sa place vu qu'il est en mauvaise santé, et Togashi s'occupe juste du scénario. Bah les gens qui pensent ça sont, d'après moi, dans le faux. De pourquoi en gros Togashi... En gros, je vais essayer d'expliquer pourquoi... Ah oui, déjà, de 1, je vais essayer d'expliquer pourquoi, en vrai, la fin de Hunter x Hunter, on s'en bat les couilles. Je sais pas ça qui est important, en vrai. Parce qu'en fait, tout le monde s'excite sur la fin, qu'est-ce qui... Genre, surtout depuis que Togashi a parlé de... Comment? Comme quoi, il avait prévu plusieurs fins différentes, etc. Donc il y a ça, et puis surtout, parler de... Bah, pourquoi, en fait, Togashi est juste irremplaçable au dessin de Hunter x Hunter. Pourquoi c'est impensable de foutre un autre dessinateur que lui. Et du coup, ça demande ben, justement d'expliquer tout le génie de Togashi sur la forme. Et aussi, surtout, pour moi, le plus important et le plus dur dans la vidéo, ça va être d'expliquer en quoi la forme est inséparable du fond dans Hunter x Hunter. En quoi changer la forme de Hunter x Hunter, donc c'est-à-dire ben, changer... vraiment pour être grossier, hein, changer le dessinateur tout simplement, genre ne plus mettre Togashi au dessin. Pourquoi ça impactera aussi le fond de l'œuvre et pas juste la forme. Et du coup ça m'amène à expliquer pourquoi le fond, la forme et au final sont inextricables, que séparer le fond de la forme c'est jamais une bonne idée quand tu veux faire de l'analyse. Ça te mène jamais très très loin. Et puis voilà, bref.
Donc vous vous en doutez, c'est une vidéo très compliquée à écrire. Hein. Donc bon, je sais même pas si je vais réussir à être très clair dans ce que je vais dire. Il y a plein de moments où je me dis, oh, est-ce que t'es pas assez clair? Est-ce que c'est trop compliqué ce que tu dis? Est-ce que tout le monde va te suivre? Est-ce que... bref. C'est assez compliqué à écrire, et puis même pour moi, je veux dire, il y a certes expliquer un peu toute la complexité du truc aux gens, mais même moi, des fois j'ai du mal à trouver les mots pour expliquer juste des ressentis, tu vois, que j'ai en tant que lecteur. J'ai une idée globale de ce que je veux dire, mais détailler les pourquoi du comment dans le détail, machin, sachant que le détail ça joue sur des ressentis, et que expliquer des ressentis, les intellectualiser tout, c'est quand même assez compliqué des fois. Ben ouais. Et ça fait une vidéo très dure à écrire. C'est pour ça que je galère depuis un petit moment. Après le Japon, il y a le côté hiérarchie sociale, respect des aînés aussi. Ouais, mais Togashi, c'est pas... Enfin, je sais pas... Les mecs comme Murata, c'est des mecs qui sont de la même génération que Togashi. Hein. Enfin, il me semble. Hein. Plus ou moins, à quelques années près, mais... Je sais pas s'il y a tant que ça, ce truc-là, au Japon, parce que... Je veux dire, c'est pareil, hein, Fujimoto, on en parlait tout à l'heure, mais il a été sucé par énormément de gens, alors qu'il était ultra jeune. Hein. Je veux dire, quand il a lâché Fire Punch, il avait 25 ans. T'avais Murata, One, Suishida et Hiroaki Samura, l'auteur de l'Habitant de l'Infini. Enfin, bref, tous ces mecs-là qui étaient des mecs ultra respectés dans le milieu, qui se sont mis direct à le sucer, tu vois, genre... C'était pas... Enfin, les mecs, c'était littéralement ses aînés. Donc je pense qu'il n'y a pas que ça qui joue, hein, quand même. Je pense qu'il y a quand même un truc sincère là-dedans, hein, sinon il sucerait un peu tout le monde, tu vois. Il y a pas trop... Je trouve il n'y a pas énormément de copinage dans le manga, en vrai. Les mangaka qui percent, il n'y en a pas énormément qui vont être giga soutenus par d'autres auteurs. Pas que les autres auteurs vont être en mode je fais mon truc dans mon coin, j'en parle pas. Il y en a, ils vont leur apporter leur soutien poli, tu vois, mais pas... Bref. BD Mandy m'a appris pourquoi je kiffais trop lire des tomes de Dragon Ball et comment les combats semblaient être trop rapides par rapport à l'animé, mais que c'était tellement fluide dans le manga que tu te rends même pas compte. Mais tu vois, ça c'est des trucs qui sont compliqués à expliquer. Hein. Genre BD Mandy, il est vraiment fort pour ça, je trouve. Réussir à expliquer en quoi ce que tu lis est hyper fluide, qu'est-ce qui fait que d'un point de vue formel, toutes les cases s'enchaînent super bien, c'est compliqué à expliquer. En termes de naïf, tu vas devoir te retrouver du niveau de BD Manty. Non, quand même pas. Je suis pas allé à ce point-là. Tu dessines toi ou pas? Bah j'ai dessiné un petit peu à une époque, plus maintenant. Mais ouais, j'ai pas mal dessiné à l'époque. Quand tu dis la forme, t'inclus aussi le lettrage et le découpage dans ta vidéo. Mais en fait, j'en parlais justement dans la vidéo de ce qu'est la forme. Parce que c'est vrai qu'en général, on dit la forme, c'est le dessin. Alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dire la forme, ça inclut tout, en fait. Ça inclut, genre, c'est le dessin, le découpage, la mise en page, la composition, les bulles de dialogue, la gouttière, les onomatopées, et tout. Mais même en dehors du côté juste visuel, on va dire, la forme, c'est pas que ça, tu vois. Déjà parce que le dessin, enfin le côté visuel n'est pas que de la forme. Je veux dire, un visuel, ça porte du fond en soi, tu vois. Je veux dire, personne ne va dire qu'il y a aucun tableau, aucune peinture dans le monde qui raconte quelque chose, tu vois. Oui, si, le dessin, ça a un fond en soi, tu vois. Et aussi, ce qu'on va plutôt appeler en général l'écriture, le scénario, tout ça, ça aussi, c'est un aspect formel. C'est pas que du fond. Genre, il y a énormément de côté formel dans l'écriture. Typiquement, créer un suspense, créer une atmosphère, créer
du mystère, etc. C'est purement de la forme, tu vois. Ça raconte rien en soi. Pareil, faire des foreshadowing, des trucs comme ça raconte rien, il n'y a aucun fond là-dedans. C'est que de la forme. Parce qu'en fait, pour écrire une histoire intéressante, faut pas juste avoir des bonnes idées dedans, des trucs à dire. Faut bien l'amener, quoi. Faut réussir à l'amener de manière correcte. Donc ça, c'est de la forme. C'est pas du fond. Donc c'est pour ça que je simplifie vraiment en parlant de... En liant un peu la forme au côté visuel, au dessin, etc. Et le fond à l'écriture, au scénario et tout, mais en vérité c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le pire c'est que tout ça, ça s'entrecroise et que les deux se mélangent et que... Enfin bref, c'est... C'est pour ça que séparer le fond de la forme, c'est quand même un peu casse-gueule, hein, en général. Si tu veux faire des analyses intéressantes, honnêtes et tout, c'est... Pour moi, c'est pas une bonne méthode, hein. Mais ça, je vais essayer d'en parler un peu dans la vidéo. Pour vous dire à quel point c'est compliqué d'en parler. Hein. J'en ai tellement rien à foutre de la fin de Hunter x Hunter, moi je veux juste la suite de l'œuvre, voir comment il va traiter ce qu'il attise, comme J-Roll, le continent caché. Bah oui, non mais totalement. En vrai, ils ont 15 ans de différence, Murata et Togashi. Ah ok, je pensais pas qu'il y aurait autant. Parce que pour moi, Murata, c'est un vieux, tu vois. Genre, il a eu le temps de faire One Punch Man, Ice Shield 21. Genre, Ice Shield 21, dans ma tête, c'est un vieux truc. Je savais pas que Sueshida était tant que ça respecté. On n'en parle pas du tout en France. Enfin, il a fait, entre guillemets, il a fait que Tokyo Ghoul, on va dire. Plus son nouveau manga en cours, mais Tokyo Ghoul, faut savoir que c'est un succès immense. Hein. Genre, c'est un truc un peu au niveau de, je sais pas, c'est pas non plus les plus grosses ventes de tous les temps, tu vois, mais c'est comparable à un Kingdom, je crois, en termes de vente, c'est à peu près ça. Hein. Ça tapait souvent le million par tome. Hein. Non, ouais, Tokyo Ghoul, c'était un gros truc quand même. Non, je vais pas parler du Yu Hakusho. Non, on n'a pas encore lu Tok, t'inquiète. C'est lequel le chapitre le plus long de Tower of God? Je sais plus quel est le numéro, mais globalement c'est sûrement dans l'arc du Nid, je pense. Cette vidéo sur le fond, la forme et Togashi, est-ce que ça te motive à faire une vidéo pour expliquer pourquoi l'auteur de Jujutsu Kaisen échoue à faire ressentir des trucs malgré plein de tentatives? Bah ouais, carrément. En vrai, là, je pense que c'est une vidéo que je ferai ça un jour, c'est ouais, vraiment expliquer pourquoi Jujutsu Kaisen ça marche pas. Pourquoi l'auteur a foiré un peu tout ce qu'il essayait de faire, alors qu'en plus il avait des bonnes intentions, tu vois. C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Jujutsu Kaisen, c'est qu'il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées et des bonnes intentions. Tu sens que l'auteur, vraiment, il a envie de faire les trucs bien, tu vois. Il a envie de faire plus qu'un shonen random, en fait. Qui connaît des trucs qui marchent super bien, qui sont incroyables, genre, je veux dire, ça se voit que c'est un immense fan de Hunter x Hunter, ça se sent à des kilomètres, tu vois. Ça se sent qu'il a été marqué par ça aussi. Et qui souhaite leur retransmettre un truc similaire, tu vois. Mais il n'y arrive pas. Genre... il essaye pourtant et tout, mais non, ça marche pas. Ça marche pas, il se foire. C'est terrible, hein, mais... Et le pire, c'est que de temps en temps, Enfin... Après, moi, j'ai drop Jujutsu Kaisen il y a un petit moment, déjà. J'ai pas mal de chapitres de retard, tu vois. Mais bon, de ce que les gens m'en disent autour, ça s'est pas amélioré depuis, quoi. C'est même empiré, hein. Mais ouais, comment j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, du coup. Ouais, en vrai, tu sens que oui, il a plein de bonnes idées, des fois il a même des fulgurances, des fois il y a des passages qui sont bien dans Jujutsu Kaisen.
des passages intéressants, et puis c'est pas non plus le manga, parce que tu sais, souvent on dit, quand on parle des critiques de Jujutsu Kaisen, on dit souvent que ça raconte rien et tout, mais même à ce niveau-là, ça raconte des trucs des fois. Des fois, il y a des... Enfin, c'est pas un manga qui est vide, si tu veux, de messages, de sens, etc. Et qui est même parfois un peu subtil. Mais non, mais ça se foire quand même. C'est vraiment terrible. Mais justement, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est pour ça que ça serait intéressant d'en faire une vidéo. Parce que ça serait pas une vidéo de hater, tu vois, de Jujutsu Kaisen. Je pense même, honnêtement, que si je me penche sérieusement dessus, je trouverais plus de choses intéressantes à dire sur le fond que ce que les défendeurs de Jujutsu Kaisen disent, tu vois. Je pense que si j'étais un fan de Jujutsu Kaisen, je serais meilleur pour défendre le manga que les fans qui le défendent à tout prix, tu vois. Mais bref. Ils le défendent vraiment mal. Hein. Mais ouais, comment? C'est ça que je trouve super intéressant, quoi. C'est que... enfin, super intéressant. En tant qu'objet d'étude, je pense que c'est intéressant d'expliquer pourquoi Jujutsu Kaisen se foire. Et je pense aussi que c'est... Enfin, c'est attribuable peut-être au fait que, ben, tout simplement, Akutami, il manque un peu de talent, quoi. Je veux dire, c'est un truc tout con, hein, mais forcément, il y a un peu de ça. Mais pas que. Je pense aussi qu'il a beaucoup souffert du simple fait qu'il soit dans le jump à un rythme hebdomadaire, quoi. Je veux dire, c'est un rythme inhumain, tu vois, le rythme hebdomadaire. Et au-delà de juste dessiner et tout, je veux dire, faut penser à ton histoire et tout. En plus, tu sais jamais quand tu vas être arrêté, quand tu vas être... Enfin, tu sais jamais vraiment si tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux faire, tu peux jamais prévoir à l'avance, avant de commencer ton manga, combien de temps il va durer. Donc en fait, en termes de prévision sur le long terme, le système du jump, il est catastrophique. Donc forcément, en termes d'écriture, etc., c'est compliqué, quoi. Ce qui fait qu'il il y a beaucoup d'auteurs qui, je pense, passent la plupart du temps à improviser leur truc. Mais... et puis surtout qu'ils passent pas de temps à réfléchir à ce qu'ils vont faire, tu vois. Parce que Akutami, s'il avait des bonnes idées, enfin genre, mais qu'il les écute, mais que son exécution est pourrie, c'est peut-être aussi parce que juste il a pas le temps de bien faire, tu vois. Il a pas le temps de juste réfléchir à comment bien faire les petits éclairs de génie qu'il a de temps en temps, tu vois. Genre, tu vois, c'est un peu ça le truc. Je pense aussi tu dois te retrouver à faire des automatismes, enfin à avoir des automatismes pour aller plus vite, etc. Bref, il y a vraiment... je pense que vraiment, Jujutsu Kaisen c'est le genre de manga qui a dû beaucoup souffrir du rythme hebdomadaire, quoi. Et déjà, moi je trouve ça exceptionnel. Genre, en vrai, je trouve que c'est un peu un miracle qu'il y ait des bons mangas en hebdomadaire. Franchement, c'est les types qui font des mangas juste bons, même pas forcément des chefs-d'œuvre, tu vois. Juste un bon manga en hebdomadaire, je trouve ça déjà exceptionnel un peu en soi, parce que... À part si t'as bossé pendant 3 ans ton scénario avant même de commencer, en prenant le risque que ça serve à rien parce que ton manga se fait annuler au bout de 3 tomes, euh, franchement, c'est chaud, quoi. Bref. Voilà, voilà. Mais là, je vous ai un peu spoilé, je vous ai un peu spoilé la future vidéo. Mais oui, Tower of God, par exemple, c'est un petit miracle hein, pour moi. Hein. Même si non plus, même si c'est pas un manga qui est parfait, genre, surtout justement sur l'exécution. Tower of God, niveau de l'exécution, il y a des fois, tu sens que Shu, il est un peu dans le rush, quoi. Euh, il fait ce qu'il peut, et puis franchement, je trouve qu'il est quand même hyper fort pour ça, quoi. Mais je pense que ça serait beaucoup mieux si rushait, s'il n'était pas poussé à rusher autant, quoi. Je sais même pas comment il fait pour tenir, d'ailleurs.
tu veux, il a une histoire à raconter, pas à représenter, c'est pour ça. Mais justement, c'est un peu un des problèmes, entre guillemets, qu'on pourrait donner à Tower of God, c'est que sur la forme, tu vois, pour repartir là-dessus, sur la forme, ça peut... C'est pas non plus nul, d'ailleurs, hein. Franchement, c'est vraiment bien. La plupart du temps, c'est jamais nul. C'est toujours au moins bien, et ça a même des fulgurances de temps en temps, mais tu sens que des fois, ouais, ça traîne un peu, quoi. Il y a certains passages qui peuvent faire un petit peu forcer. Enfin bref. Après, c'est un peu du pinaillage, hein, honnêtement. J'ai tombé sur un TikTok intéressant justement à ce sujet qui parlait du rythme du jump. Et que par exemple les BD ont un rythme beaucoup plus adéquat. Ben les BD, oui, les BD françaises c'est même complètement l'inverse en vrai. Je veux dire, une BD française typiquement le rythme c'est 50 pages par an. Bon après c'est des types qui généralement te font aussi des dessins beaucoup plus... vraiment des dessins de fou, hein, mais bref. Genre One Piece ou Tower of God, le fait d'avoir une intrigue aussi grande qui reste aussi cohérente avec un rythme hebdo comme ça, c'est nimp. Mais clairement. Mais tu vois, mais c'est pareil, hein, One Piece, ça a un peu souffert aussi de ce rythme-là, quand même, sur la forme. Je veux dire, tu sais, entre les cases surchargées, pas très lisibles, découpage un peu moche, Onigashima qui se traîne en longueur, tout ça... tu sens quand même que ça fatigue un peu, hein. Depuis Cale Gear 5, je trouve ça exceptionnel. Genre ça a donné une nouvelle jeunesse au manga, mais putain... déjà depuis, on va dire depuis Punk Hazard, pour faire large, petit à petit tu sentais que ça se dégradait un petit peu. Mais Onigashima c'était vraiment long, hein, c'était vraiment pas agréable à lire des fois. Hein. Moi franchement... J'ai jamais aussi peu aimé One Piece que pendant Onigashima, honnêtement. Alors que je suis One Piece en hebdomadaire depuis l'île des hommes poissons, hein. Ça fait 12 ans que je lis en hebdo. Mais Onigashima c'était long. Et pourtant j'ai connu Whole Cake. J'ai connu Whole Cake en hebdo, j'ai connu... Merde, comment ça s'appelle? Ah putain, avec Doflamingo, merde, comment il s'appelle l'arc? Putain, je suis trop nul. Je suis trop nul. Parce que c'était long aussi, hein. Dressrosa, oui, merci. Merci. Donc j'ai connu Dressrosa en hebdo, j'ai connu Whole Cake en hebdo, c'était long. Mais Onigashima, oh... Ouais, vraiment, j'ai souffert. Perso. Mais ouais, depuis le Gear 5, exceptionnel. Et ouais, l'arc Egghead, en vrai, incroyable. Franchement, je suis trop content parce que j'avais pas autant aimé One Piece depuis des années. Découvert l'arc Wano Onigashima d'une traite. Onigashima c'était compliqué, mais Wano c'était un régal. Mais oui, par contre Wano c'était bien. Hein. Wano franchement c'était bien. Un peu long. Un peu long, mais pas long chiant. Long, il se passait des trucs. Onigashima c'était long chiant parce que c'était que de la bagarre, entre guillemets. Et... Bon déjà, hot take... Enfin, je sais pas si c'est une si hot take que ça, mais... Pour moi, One Piece, c'est pas un manga qui brille par ses combats. C'est pas spécial... C'est pas nul non plus, mais c'est pas un truc de fou. Donc forcément, un arc... Enfin, genre, je sais pas, il y avait combien de... Au moins 50 chapitres de Onigashima. Tu passes un an à regarder des combats pas forcément incroyables. Et qui traînent en longueur, tu vois, genre...
Le nombre de cliffhangers de fin de chapitre où t'as Luffy qui dit je vais devenir le roi des pirates devant Big Mom et Kaido, j'en avais marre, moi. Franchement, t'es là, mais oui, vas-y, ok, tu t'as envie de faire des cliffhangers, mais tu sens que ça se répète. Franchement, tu sentais la répétition, tu sentais même l'automatisme, le fait qu'ils disent, ben, tiens, ça fait 4-5 chapitres que je fais des side quests, ben, vas-y, je vais mettre une dernière double planche avec Luffy face à Kaido qui dit je vais devenir le roi des pirates ou haha, regarde, je suis fort et tout. Et enfin, vraiment, tu sentais l'automatisme, tu sentais le truc qui était là juste pour faire plaisir aux fans, pour dire oui, vous inquiétez pas, ça continue à lire. T'inquiète. Franchement, j'étais là. Il y a pas de 2 tomes de Nigashima? Non, il y a plus que ça. Franchement, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, sinon... Sinon, c'est que j'ai été pris dans une boucle temporelle et que j'ai lu plusieurs chapitres... j'ai lu plusieurs chapitres à la suite, mais... 72 chapitres Nigashima. Ah ouais, c'était long sa mère. Ah la vache. Ah ouais, c'était quand même vachement long, ouais. Nigashima, c'est l'arc qui retranscrit le plus les défauts d'Oda. Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça aussi que l'arc actuel est très bien, tu vois pas tout. Ouais, non mais clairement. Ah, c'est vrai qu'on s'est tapé 2 ans de Nigashima quand même. Vache. Mais en tout cas, ouais, l'arc actuel est incroyable. Trop triste qu'Oda ait pas pu profiter de Nigashima pour faire des combats de groupe. Le face-à-face à l'Alliance de l'Empereur était bien, mais j'aurais aimé voir plus. Presque 1 an et demi. Mais, non, en vrai, c'est plutôt 2 ans. Hein. Parce que Oda, il fait pas 50 chapitres par an, hein, il fait plutôt 35-40 chapitres avec ses pauses. Et non, j'ai pas vu Donjon de Machi. Ou je sais plus ce que c'est le nom français, enfin, bref. Mais je pense que je vais lire, parce que j'entends plein de gens en parler. Il y a plein de gens qui en disent du bien, donc bon, je vais me lire ça, un de ces 4. Il y a eu 2 confinements qu'Onigashima c'était pas fini. Ah mais vraiment. Oui, tout le monde en dit du bien de Donjon Meshi. C'est pour ça... Du 27 avril 2020 au 30 mai 2022. Oh la vache. Plus de 2 ans, quoi. Oh putain. Ah, c'est vrai que c'était long, hein. Putain, la vache. C'était long, sa mère. C'était long. Bon, sinon, avant d'attaquer le chapitre, c'est vrai qu'il faut que je fasse un petit point triathlon quand même. Que je parle un peu de ma personne. Parce que j'ai fait mon premier triathlon dimanche. Le mangeur de pâtes. C'est vrai qu'en ce moment, ça fait 2 semaines, je bouffe que des pâtes. Un petit peu de légumes quand même en début de semaine pour dire que, mais... Mais ouais, j'ai fait mon premier triathlon, c'était vraiment, vraiment cool. Franchement, j'ai kiffé de fou. J'aime trop ce sport, vraiment.
Franchement, bref, c'était trop bien. En vrai, c'était un triathlon un peu particulier parce que, enfin, déjà, c'était un court. Il y avait en gros 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Et comment? Donc c'est un truc assez court, ça se fait en un peu plus d'une heure, quoi. Et, euh, et en plus, c'était un triathlon particulier parce que le vélo est en ce qu'on appelle en drafting. Donc en gros, t'avais le droit de te planquer derrière un mec pour te mettre à l'abri du vent. Ce qui normalement est interdit en triathlon. Genre en triathlon, normalement, t'es solo du début à la fin. Et du coup, bah en vrai, je vais pas vous faire chier avec tous les détails, mais en gros, ça change quand même pas mal la physionomie de course. Parce que tu gagnes énormément d'énergie quand tu te mets derrière quelqu'un pour t'abriter du vent. Et du coup, il y a tout un aspect un peu stratégique qui se rajoute en mode tiens, est-ce que je vais essayer, est-ce qu'on coopère avec des mecs comment pour rouler ensemble, voilà. Est-ce que à l'inverse, je les laisse se fatiguer devant pendant que moi je me mets derrière, je me planque et je récupère et tout. Ou à l'inverse, genre si tu vois qu'il y a des mecs qui se planquent derrière toi, est-ce que tu fais des attaques pour les lâcher et les laisser tout seuls, enfin bref. Il y a un aspect stratégique qui est un peu sympa quand même. Un triathlon, c'est un sport, c'est du sport, enfin c'est une compétition. Un triathlon, c'est une compétition, c'est une natation, vélo, course à pied. Et le tout enchaîné. Mais ouais, en gros, pour vous faire vite fait le résumé de l'épreuve, bon, déjà je suis parti. Parce que le triathlon, c'était au Creusot. Donc le Creusot, c'est une ville paumée un peu au milieu de la diagonale du vide. Dans le lac de Torcy. J'ai un pote qui habitait là-bas, il m'a dit dans le lac c'est un mélange de carcasses de voitures et de cadavres. Le truc est dégueulasse. Bref. En plus l'eau était à 17 degrés. Donc bon, on y va. En plus, vu que c'est un triathlon assez court et qu'il y a du drafting derrière, tout le monde nage comme des connards, genre tout le monde se met à fond. Tout le monde se met à fond dès le départ, ça se donne des coups et tout. En natation, j'ai pris un gros coup de pied dans la gueule. En vrai, oui, 17 degrés, ça va, parce qu'en plus, on avait des combinaisons néoprène, donc ça réchauffe. Mais je me suis pris un coup de pied dans la gueule, genre... c'est un truc qui arrive tout le temps, en vrai. Hein. T'es au départ, tout le monde est à fond, puis t'en as un qui est devant toi, il fait des battements de jambes, et puis à un moment, t'as sa jambe, paf, dans la gueule. Ouais, je me suis pris un gros coup de pied en pleine tronche qui m'a un petit peu sonné dès le départ. Mais en vrai, ça va. À part ça, ça allait pas trop mal. Après, j'ai jamais été un crack en natation, mais je suis sorti quand même 30ème de l'eau, je crois, un truc comme ça. En vélo, ben, c'était un peu ce que j'expliquais, il y avait un peu de tactique. Au début, j'attendais qu'il y ait un peu des gens qui reviennent sur moi pour qu'on forme un groupe et puis qu'on se mette un peu à accélérer après. Sauf que les triathlètes, vraiment, ils ont roulé comme des cons. Genre, vraiment, ils étaient débiles. Les mecs, ils prenaient pas des relais, ils se mettaient à rouler devant et à attaquer. Tout le long, ils attaquaient. Mais genre, c'était complètement con. À un moment, le gars, j'arrive, je le double pour passer devant et en mode, vas-y, je prends un relais et tout. Comme ça, on se prend des relais, on avance plus vite, on se partage l'effort et on rattrape ceux qui sont devant. Le gars, il a cru que je l'attaquais, du coup, il a raccéléré, il s'est remis devant moi, et il a repris le vent comme un con. Enfin bref. Aucune entente dans le groupe, ça s'attaquait, ça restait dans les jambes, ça... Bref. Vraiment, le zéro de QI, ça. Mais, donc on a fait ça pendant 20 bornes, quoi. Et j'avais juste à suivre les roues, oui et non, parce que quand les mecs ils attaquent, t'es obligé du coup d'accélérer pour les rattraper. En plus, ils essayaient d'attaquer à chaque fois dans la petite bosse. Il y avait une bosse parce qu'en gros on avait 4 tours à faire. Et à chaque fois dans la bosse, ils se mettaient à bloc, ils sprintaient dans la bosse pour lâcher les gens. Du coup, toi t'es obligé de sprinter pour suivre. Bref, c'est... en termes de gestion d'effort, on a vu mieux, quoi. Donc bref, on a fait ça, et puis après la course à pied, j'ai fait comme j'ai pu, hein. C'était un parcours un peu à la con,
Genre c'était un peu du cross, il y avait des... Il y avait des... Comment? De l'herbe tout le long, quoi. C'était soit de l'herbe, soit de la terre. En plus, la terre était un peu molle parce qu'il y avait pluie et tout, donc c'était un peu de la gadoue par endroit. Et en plus, des fois, ça montait un petit peu... Enfin, bref. C'était un peu un petit parcours de cross. Pas hyper dur, mais ça cassait le rythme, donc j'ai pas couru super vite. Et j'avais un peu les jambes explosées à cause du vélo. Donc mais ça va, j'ai pas fait une course dégueulasse, je trouve. J'ai fini 20... Je sais plus si c'était 22 ou 23ème. Sur une centaine. La gadoue du Creusot. Donc bref, en vrai j'ai kiffé de fou. Franchement, j'ai trop aimé. Ça m'a trop remotivé pour en faire, donc voilà. C'est le meilleur sport du monde. Je vous le dis très objectivement. Et du coup, le prochain triathlon, c'est le triathlon de Dijon. Le longue distance de Dijon. Où là c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Déjà, je vais nager dans le lac Kyr de Dijon, qui est un lac dégueulasse. Genre, honnêtement, je préférerais nager dans la Seine que dans le lac Kyr, pour vous dire. Et non seulement il est dégueulasse, mais en plus, il est à 14 degrés. Ils ont pris la température hier, il est à 14 degrés. Il pleut toute la semaine, donc il va pas se réchauffer. Ouais, c'est dans 3 jours, ouais. Bref, ça va souffrir. Et surtout que là, j'avais 750 mètres là, dimanche, mais pour Dijon, là, je vais avoir 2 km à faire. Donc 2 km de natation dans de l'eau à 14 degrés et qui est dégueulasse. C'est déjà... voilà. Et en plus de ça, après, il y a 90 km de vélo. Avec au milieu du parcours plein de petites bosses bien difficiles pour te casser les jambes, quoi. Et à la fin, un petit 20 km à pied pour t'achever. Pour un total de 5h, 5h30 de course. Si je fais 5 heures, c'est déjà bien. Je vais m'amuser. Non, en vrai, je dis 5 heures, mais même pas. C'est vraiment ça va être vraiment 5h30. Hein. Minimum, peut-être même 6 heures. Parce que natation, je vais mettre plus d'une demi-heure. Vélo, je vais mettre 3 heures. Et course à pied, je sens que je vais être mort, je vais mettre 2 heures au moins. Donc ouais. Ça va être 5h30 d'effort non-stop minimum, quoi. Non, on n'a encore rien lu, mais on va commencer, on va les lire, t'inquiète. J'ai fini de raconter ma vie. Voilà. C'était tout. On va... Je pense qu'on va commencer à attaquer la lecture, parce que là, il commence à se faire tard. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça, en général, c'est 1 heure après le début du stream. En général, je commence le stream à 21h30, en vérité, je le commence à 21h45. Après, je parle pendant 45 minutes. Donc ouais, 22h30, tu viens pour Chainsaw Man. Et une demi-heure après, on parle de Tower of God. C'est ça, en général. Bref. Bah du coup, au revoir YouTube pour cette partie de la rediff. Hein. Je sais pas si ça passionne grand monde, mais je l'ai juste rediffusé pour la postérité. Alors, on a quand même dit des trucs qui peuvent faire grincer des dents certaines personnes. J'ai été malveillant en ce début de stream. On a taclé les gens qui aiment pas Hunter x Hunter, on a taclé Akutami assez sévèrement quand même. Bref. Allez, il est temps de passer à Chainsaw Man. Spinox qui a pris cher, j'avoue le pauvre. Allez,